En tout cas, là pour commencer, ça va être rénovation des chaufferies en copropriété, coût, énergie, gain, c'est toutes les questions que vous vous posez et les réponses qu'on va vous apporter. Autre chose, on est dans le cycle copropriété là. Aujourd'hui, on en a parlé en mars, on en parle donc en juin. On va parler en septembre de rénovation globale avec les nouveaux services, d'ailleurs dans lequel vous serez avec nous, Fulgoni, pour cette conférence. Et puis on parlera effectivement en novembre la partie énergie aussi. Merci à vous, chers conférenciers. Vous voyez, on a mis les logos des partenaires et puis un petit trombinoscope avec les différents intervenants. Voilà, je vous propose que peut-être on fasse un premier tour de table de présentation pour vous nous présentiez qui vous êtes et qui vous représentez. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, sachant que cette conférence a été co-organisée effectivement avec Fulgoni. Donc merci Frédéric d'être avec nous et d'avoir été à la manœuvre pour la co-organisation avec brio de cette conférence. Voilà, alors peut-être Régis, pour vous présenter rapidement alors. Eh bien, je suis Régis Vignol, donc je travaille depuis 1 an à la société Vigilia. Donc, société Vigilia qui a un portail web, mais aussi BT Régulation qui concerne tout ce qui est justement régulateur, donc la partie hardware. Et moi, ça fait donc 1 an et demi que j'y suis. Je suis au back-office, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Voilà, très bien. Ensuite, Frédéric. Frédéric Tridon, donc je suis responsable technique et commercial de l'entreprise Fulgoni. On est 54 collaborateurs, on travaille principalement sur l'Île-de-France et on rénove à peu près une 40aine de chaufferies chaque année, principalement en copropriété. Et donc on met en œuvre, dans le cadre de nos rénovations, aujourd'hui, des solutions Vigilia qui nous permettent de connecter l'ensemble des chaufferies. Voilà, on va y revenir dans le détail. Merci Frédéric. Puis là, on va vous parler plus précisément d'une copropriété qu'on a rénovée. On va mettre en œuvre on va vous montrer une mise en œuvre imagée avec une solution Vigilia et qui a été faite de concert avec le bureau d'études Oren. Voilà, on va rentrer dans le détail, on va vous mettre des diapos. Et ensuite, Denis, pour vous présenter. Oui, bonjour, Denis Lucente, fondateur et ingénieur fondateur du bureau d'études Oren, en activité depuis environ 13 à 14 ans sur Paris et Île-de-France, première et deuxième couronne. Spécialiste en fluide, en thermodynamique en particulier, et spécialiste en chaufferie maintenant. Bien entendu. Voilà, allez, on va mettre les diapos. Alors, on avait dit, pour commencer, Frédéric, voilà, que vous aviez une petite diapo de présentation de contexte. Rapidement, vous avez commencé à l'aborder, si vous avancez, sur cette diapo. Voilà. Voilà, donc effectivement, là, on va un peu rentrer dans le vif du sujet de la rénovation en copropriété. On va s'appuyer sur un exemple concret. Un syndicat des copropriétaires qui souhaite rénover sa chaufferie. Donc là, on va parler d'un ensemble immobilier qui est basé à Ville d'Avray, qui se compose de 2 bâtiments, de 8 logements chacun. Voilà, donc cette copropriété souhaitant rénover, c'est adossé au bureau d'études Oren, qui, on va vous expliquer plus en détail après, mais qui a fait un bilan des besoins et dressé un cahier des charges. Et on s'est vu confier les travaux. Voilà, merci Frédéric. Donc ce qu'on va voir là, finalement, c'est Denis, c'est vous qui allez prendre la parole, mais avec la Zapette, ce qu'on va voir, c'est effectivement toute cette histoire ensemble, c'est un retour d'expérience, de cette chaufferie finalement qui dit tiens, il y en a dans la salle qui sont avec nous, qui dit tiens, j'ai une chaufferie à rénover, j'ai un premier contact, et comment ça se passe, comment je mobilise les copropriétaires, comment j'exprime mon besoin, comment celui-ci est traduit en termes de cahier des charges. Et voilà, bon, c'est cette histoire-là que vous allez nous présenter, Denis, puis après on rentrera dans le détail de la solution qui était mise en œuvre. Voilà, je vous laisse avancer. Tout à fait. Alors, il est important, je pense, de repréciser un tout petit peu le contexte. On va reprendre un tout petit peu de hauteur par rapport à la question de la chaufferie de Ville d'Avray. Effectivement, on a beaucoup de demandes en copropriété qui, en général, arrivent parce que le terme de la chaufferie arrive et que les gens sentent bien que les équipements sont à la fin de leur vie.
Donc, alors, si on reprend un tout petit peu de hauteur, déjà, il faut comprendre qu'il y a une mécanique d'obligation et une mécanique économique. Donc, il y a toujours deux aspects. Bon, ici, on est entre initiés, donc on ne va pas refaire le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, mais il faut bien comprendre que la petite pellicule d'air qui est autour de la planète et dans laquelle nous vivons est soumise à de très fortes pressions dues aux activités humaines. Le bâtiment étant partiellement responsable, mais de façon importante, des émissions de gaz à effet de serre, à peu près à hauteur de 38%, il est très très important de gérer la question de ce qu'on dépense. Donc par exemple, quand on veut chauffer un bâtiment, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut chauffer exactement ? Raison pour laquelle il y a dans la présentation le point estimation des déperditions, calcul du volume à chauffer. Évidemment, cela va déboucher sur tout un mécanisme qui peut être assez long de la connaissance du bâtiment, à la fois par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le client, ceux qui habitent le bâtiment, et par nos services à nous, dessinateurs, ingénieurs, releveurs, de façon à ce que nous puissions savoir assez précisément comment dimensionner les équipements. Le dimensionnement des équipements est très très important de nos jours. Il est fondamental puisque il va déterminer non seulement évidemment l'investissement, mais malheureusement ça c'est l'aspect économique qui est déduit de ce que l'on a décidé de faire. Mais quand on va faire bien, donc forcément ça va coûter quelque chose. Mais il faut surtout dimensionner les équipements en chaufferie, avec des conséquences cruciales, bien sûr, sur la consommation en été, pour les chaufferies qui comportent de l'eau chaude sanitaire, comme c'est le cas ici dans cette résidence, et en hiver, bien entendu, au moment où l'on chauffe. Bon, pour nous, le contexte qui est très important et qui est à la fois réglementaire, à la fois, j'allais dire, moral, entre guillemets, pour nous les énergéticiens, de diminuer la pression des activités humaines sur notre environnement, nous pousse à proposer des solutions de plus en plus nombreuses dans le local technique, en tout cas. Une chaufferie d'il y a 20 ans n'est pas une chaufferie d'aujourd'hui. On a beaucoup plus d'équipements à l'intérieur aujourd'hui. Il y a des conditions beaucoup plus contraignantes qu'à l'époque pour réussir une rénovation de chaufferie. La phase étude va comprendre les aspects de dimensionnement que nous avons évoqués tout à l'heure. Évidemment, il y a tous les aspects administratifs d'une consultation d'entreprise. Donc, nous rappelons qu'en copropriété, il faut consulter 2 entreprises minimum. Ça, c'est réglementaire, ça, les consultations des C'est légal, oui. C'est légal, oui. C'est la loi 65 de mémoire, 65-557 du 8 juillet 65. Souvent, nous en proposons 3 parce que les clients, le maître d'ouvrage, préfèrent décider sur la base de 3 entreprises. Alors, je reprécise également, dans une toute petite parenthèse contextuelle, que la question de l'énergie à choisir revient souvent. On a encore eu beaucoup par téléphone cette semaine. Je crois qu'il ne faut pas s'étendre sur le sujet. En tout cas, on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur le sujet, mais de façon très rapide. On va dire qu'en gros, en milieu urbain,
on va être soit sur une obligation, comme dans la ville de Paris, à cause ou grâce à l'article L712-1 de raccordement au réseau de chaleur urbain, dans les zones précisées, hein, bien entendu, par décret, soit sur une solution gaz. Nous sommes ici là, en copropriété, en bâtiment ancien. Il est bien clair qu'un bâtiment ancien a des déperditions assez importantes. Donc, de façon très rapide et très résumée, on va dire, pour le bâtiment ancien, on reste sur ces deux solutions-là que j'ai évoquées précédemment. Il n'est donc pas utile de perdre du temps sur la question de est-ce que je vais mettre du solaire, est-ce que je vais mettre du bois dans mon bâtiment, du bois de combustible, bien entendu, ou même une pompe à chaleur dans un premier temps. Et hors site isolé, hein, on parle bien de milieux urbains et périurbains. Donc il est important que tout le monde comprenne cette première étape. Donc partant sur une chaufferie à gaz, comme pour les autres chaufferies d'ailleurs, c'est-à-dire où les sous-stations de réseaux de chaleur urbain, hein, donc soit la vapeur, soit l'eau surchauffée, il est bien clair que on passe par les étapes d'études de quelques semaines jusqu'à un dossier de consultation des entreprises. Et une fois que l'Assemblée générale souveraine prend sa décision, les travaux peuvent démarrer à l'intersaison suivante. Donc, puisque j'ai l'air là de dérouler un certain nombre de séquences, on peut parler peut-être des délais. Il est très important de prévoir sa rénovation de chaufferie très en amont, aux environs de 1 an à 2 ans. Ça va dépendre du mode d'énergie choisi. Si on regarde cet ensemble immobilier à Ville d'Avray, entre le moment où les copropriétaires ont eu cette première idée et le moment où on a finalisé la rénovation de la chaufferie, c'est passé combien de temps? Parce qu'il y a plusieurs votes. Il y a un premier vote, on choisit un bureau d'études. Tout à fait. Il y a un deuxième vote, après on choisit une entreprise, on réalise les travaux. Bon, donc tout ça, ça prend, je sais pas, 2 ans minimum, 3 ans? Non, là on est à moins que cela sur ces bâtiments-là, parce que nous avions une personne à l'intérieur de la copropriété, c'était la présidente du conseil syndical de mémoire, qui connaissait très bien son bâtiment. Elle a tout de suite renseigné les éléments qui permettaient, et elle a fourni également un audit énergétique, si je me souviens bien, et nous avons pu estimer le besoin chauffage très rapidement. Oui, donc l'élément moteur, la personne moteur dans la copropriété, c'est un élément essentiel. Toujours. Le conseil syndical, voire, j'allais dire, une personne du conseil syndical, qui souvent est son président ou sa présidente, doit être, j'allais dire, assez directif en interne, hein, vis-à-vis des autres, et également vis-à-vis de l'externe. Et bien entendu, le conseil syndical doit parler d'une seule voix. C'est très très important pour ne pas retarder les différentes phases qui vont se succéder dans l'opération. Donc ici, on avait dû faire un audit de mémoire en mars 2021. Les travaux, l'étude s'est faite jusqu'à 2022. Les travaux se sont décidés à l'Assemblée générale très tôt dans l'année 2022. Par ailleurs, il faut se rappeler que cette résidence était déjà avec une énergie gaz qu'elle a conservée. Il n'y avait donc pas de transformation. Et les travaux ont donc pu commencer dès juin 2022 de mémoire, et se sont arrêtés avec une réception de chantier aux alentours de février 2023. Voilà, donc c'est ce qu'on va janvier voir. 2023. Effectivement, c'est la pleine période des rénovations. Là, on est en train de démarrer l'ensemble des rénovations, de sorte à avoir fini toute la partie hydraulique qui permettra de remettre en service dès les premiers froids en octobre. Et puis après, s'enchaîne la phase de finition qui va concerner tout ce qui est calorifugage des tuyauteries, mise en peinture de la chaufferie et autres. Ouais. C'est la pleine période.
Donc on voit ce phasage qui est nécessaire, et puis les entreprises ont besoin de s'organiser aussi sur ce sujet. Donc vous êtes arrivé important. sur la consultation des entreprises. On va voir des photos aussi de cette chaufferie. Alors ça c'est l'audit, ça c'est avant finalement. Tout à fait. Techniquement, pour ceux qui aimeraient un peu plus plonger dans ce domaine, dans ces aspects, donc nous avions une vieille chaudière qui a rendu de bons et loyaux services, une chaudière qu'on appelle ici de type à rampe gaz, une chaudière de 1992. Qui donc avait déjà quand même un certain degré d'évolution. On n'est pas du tout en train de parler d'une chaudière des années 70, je précise, mais elle était quand même en fin de vie, donc après 29 ans de bons et loyaux services. La phase audit dans cette chaufferie a été particulièrement importante. Il y avait plusieurs problèmes annexes. Pour les fins connaisseurs, vous remarquerez que Ville d'Avray fait partie de l'ancien groupe de communes qui devait comporter 12 ou 15 communes et qui était donc livré en eau par l'usine de Louvciennes, notamment jusqu'à 2016, où l'usine a refait son processus de traitement de l'eau et date jusqu'à laquelle elle livrait une eau extrêmement chargée en minéraux. Et donc on avait quelques petits phénomènes annexes, comme ici par exemple les canalisations que vous voyez en bas de la photo, qui ont été d'ailleurs analysées par un laboratoire avec une découpe, une rectification et sur laquelle on voit de magnifiques dépôts de tartre, donc carbonate de calcium ou carbonate de magnésium, et également le délitement de la couche de traitement de galvanisation que l'on voit en bas à droite sur la diapositive, qui forme ici une merveilleuse poche qui fournit un habitat à certaines bactéries. Donc, Frédéric, je voulais vous faire rebondir sur ce sujet, parce que finalement, il ne faut pas qu'il y ait de découverte quand on est dans la phase travaux. C'est pour ça que l'audit est important. C'est-à-dire que s'il y a une découverte, ça fait décaler les plannings, c'est des coûts induits, c'est ça. Pour vous, c'est essentiel que cet audit soit fait correctement. Ah oui, c'est vraiment une phase essentielle à la rénovation, ce qui nous permet d'avoir une connaissance parfaite de l'état dans lequel on prend le bâtiment et ce qu'on souhaite en faire. Parce que l'idée première, comme d'une rénovation, c'est effectivement d'économiser de l'énergie, mais pas que. C'est aussi d'améliorer le confort. Là, concrètement, on devait avoir des problèmes de distribution d'eau chaude sanitaire de par la corrosion des canalisations qu'on s'est vu refaire dans le cadre de la rénovation. Donc c'est effectivement essentiel. Là, toutes ne le font pas, mais là on est passé par une analyse métallographique qui effectivement permet de mettre en exergue très précisément l'état du dépôt. Et comme le disait très justement Aurène, en fin de compte, c'est le fait qu'il y avait un adoucisseur qui n'était plus raccordé sur site, donc du coup, et puis une eau très dure qui était envoyée par la commune, donc qui était aussi jusqu'à fin 2015, qui a généré ce facteur-là. Tout à fait. Voilà. Quand Anthony sur l'existant, là, vous êtes revenu en arrière. Oui, un petit peu, en le faisant exprès, je soulignais que la chaufferie était déjà bien prééquipée avec chaudière, un petit traitement que l'on voit là sur la photo de gauche pour la production d'eau chaude sanitaire, parce qu'il y avait quand même une protection des anciennes canalisations. On signalera à cet instant de la conférence que tous les bâtiments vieillissent d'un an tous les 365 jours, comme nous, et que du coup, pour des canalisations qui maintenant commencent à avoir 50, 60, 70, 80 ans pour certaines, on est bien évidemment soumis à des contraintes de vieillissement et il faut que la production d'eau chaude en tienne compte. En particulier, on réinstalle aujourd'hui ce type de traitement qui là avait déjà été mis en œuvre il y a quelques années sur cette copropriété là, dans cette chaufferie là. C'était le bac blanc que vous avez vu tout à l'heure. Donc
Le processus que nous évoquions tout à l'heure se termine avec la note de synthèse de dépouillement de la consultation des 3 chauffagistes, des 2 ou 3 chauffagistes. Et la remise de la note se fait pour que l'Assemblée générale, enfin en principe, pour que l'Assemblée générale puisse choisir son prestataire, son entreprise, donc son installateur, parmi évidemment les chauffagistes et les très très bons services travaux des chauffagistes dont nous avons 3 excellents représentants ici. Je vous laisse avancer parce qu'il nous reste une demi-heure, Denis. Alors. Entendu. Allez-y. Eh bien après, nous arrivons au stade électrique. Nous arrivons au stade électrique, donc, et au remplacement des matériels, dont la liste figure ici. Une nouvelle chaudière a été choisie. Au demeurant, cette fois-ci, elle est un tout petit peu plus puissante que celle qui préexistait. Il y a quelques kilowatts en plus, puisqu'il y avait un petit déficit dans ce domaine également, ce dont on ne peut s'apercevoir que lors de l'audit. Alors, dans la consultation, il y avait la possibilité pour l'entreprise de présenter une variante justifiée, ce qui s'est fait lors d'une réunion avec le conseil syndical, et Fulgoni a présenté sa solution de connectivité. Le conseil syndical a ensuite, j'allais dire, fait la promotion en assemblée pour que cette dernière se décide sur ses travaux. Les travaux se sont déroulés parfaitement, là, avec un excellent service travaux qui a fait tout ce qui avait été demandé. Et nous avons obtenu, en début d'année 2023, fin d'année 2022 même, la chaufferie que vous voyez sur les photos à droite de cette diapositive. Voilà. On va arriver à vous, Frédéric. Effectivement, là, on voit la chaufferie. On peut revenir sur la chaufferie avant-après, peut-être pour nous la décrire rapidement, Tout Frédéric, à fait. et reprendre la zapette, puisque c'est vous qui allez continuer sur l'avancement des diapos. On voit bien les différences. Alors, au-delà du fait qu'on voit quelque chose de neuf, est-ce qu'il y a d'autres éléments un peu marquants à signaler sur ces images, Frédéric ? Bah là, on a changé de technologie machine. Effectivement, on est passé sur une chaudière à condensation, une chaudière HPE, haute performance énergétique. On a procédé à la rénovation intégrale également de l'armoire électrique, de tout son système de régulation. Donc, c'était un petit peu le point de bascule qui a fait justement que la copropriété opte pour nos services. Parce qu'en fin de compte, comme le disait très justement Denis, ce qu'a fait le conseil syndical, c'est que une fois que le CCTP était parvenu à 3 chauffagistes différents, chacun a chiffré la même solution finalement, pour chiffrer les choses comparables, le conseil syndical a souhaité recevoir chaque entreprise afin qu'elle se présente sur différents points, tant sur son existence, ses effectifs, ce nombre d'années d'expérience, le nombre de chaufferies qu'elle réalisait. Et puis ils ont été sensibles au fait que nous, aujourd'hui, en 2023, ça nous paraît inconcevable d'avoir à l'heure du tout connectée, d'avoir une chaufferie qui n'est pas connectée sur les réseaux et qu'on ne puisse pas piloter à minima à distance. Donc on a présenté cette variante, forcément, qui nous dépositionnait un tout petit peu en termes de coût par rapport aux autres. Forcément, on était un tout petit peu plus cher. Mais finalement, on le verra sur un prochain slide, on verra que le coût est quand même extrêmement faible par rapport au coût global d'une rénovation. Donc voilà, on va passer un petit peu. Donc la principale innovation dans la chaufferie est sur ce système de régulation connecté. Après, effectivement, on est sur de la chaudière hormis les matériels. Nouvelle génération, une production d'eau chaude neuve. Oui, donc c'est cette couche de connectivité que vous avez mis qui a fait la différence. Qui a fait la différence, tout à fait, sur ce dossier en particulier. Et qui va faire la différence, au-delà de que ce soit vous qui soyez retenu, mais qui va faire la différence aussi pour les copropriétaires à l'usage. Et donc c'est ce qu'on va voir en termes de fonctionnalité, ce que ça permet aussi, ces chaufferies. Tout à fait.
Jusqu'à présent, on avait affaire à des systèmes assez complexes. Nous, on a décidé de s'adosser à la société Vigilia, qui est représentée par Régis ici, qui nous propose une solution qui est finalement très démocratique. Très peu de matériel à mettre en œuvre, très facile à mettre en œuvre, et puis après, elle offre des solutions de pilotage qui sont pas du tout inintéressantes. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un régulateur qu'on voit répertorié en numéro 1 sur le diapositive, qui vient prendre place dans l'armoire électrique et qui va piloter vos réseaux de chauffage. Bien entendu, ça va être relié à une sonde extérieure, une sonde de départ chauffage, et puis on va pouvoir également lui relier des sondes d'ambiance dans les logements, pour savoir ce qui se passe dans les logements et venir corriger la loi d'eau pour affiner encore les consommations. Donc ça, c'est une partie importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chaufferie neuve, une fois qu'elle est installée, il y a toute une phase de réglage qui est importante. Voilà, il y a un mot que je vois, parce qu'on en a parlé cette semaine, on a parlé d'automate, et tout le monde ne sait pas ce que c'est un automate. Alors peut-être pour repréciser ce qu'est un automate. Alors après, je passerai la main à Régis, qui vous en parlera bien plus aisément, mais de façon simple, c'est un ordinateur nu dans lequel on va injecter un programme. Oui. Et qu'on appelle un automate. Le programme de régulation, c'est de l'intelligence qui a été développée par Vigilia, donc qui embarque dans cet automate. Voilà, et ça permet de piloter à distance les vannes. Alors en fin de compte, ça permet de réguler l'installation de chauffage, donc pouvoir gérer l'ouverture de la vanne 3 voies chauffage, de gérer l'eau chaude sanitaire également. Et puis, du coup, comme c'est un automate qui est communicant, on va lui adjoindre un modem avec une carte 4G qui va nous permettre de justement piloter à distance et d'avoir une action à distance. Donc, du coup, je vais passer sur le slide suivant. Voilà, donc très simplement, vous voyez, c'est cet automate qui vient prendre place dans l'armoire. Vous voyez, c'est quand même une faible place. On est sur le 2e étage de l'armoire, partie gauche. Donc c'est assez faible en emplacement. On va venir piloter le réseau de chauffage, la vanne 3 voies de régulation et toute la production ECS, y compris les pompes de recyclage. Du coup, ça va nous permettre avec des capteurs de pression et des capteurs de température, d'avoir tous les éléments liés à la chaufferie. Voilà, donc il y a énormément de fonctionnalités. Comme je vous dis, je vais passer la main à Régis, mais on a des fonctionnalités de relève. On va pouvoir suivre à distance les compteurs d'eau, compteurs de gaz. On va pouvoir suivre les niveaux de pression de l'installation, les mesures des températures, l'état d'enclenchement des équipements, les temps de fonctionnement, et puis on va pouvoir relever les sondes dans les logements. Et en fin de compte, parce que jusqu'à présent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un régulateur, ça fonctionnait en fonction de la température extérieure et de la température de départ. Et on essayait de donner un ressenti plus ou moins à une température de 20 degrés dans les logements. Mais là, l'ajout de sonde nous permet de vérifier si on a bien ces 20 degrés dans le logement, ou ça peut être 21, ça c'est le syndicat de copropriétaires qui fixe la consigne. Et on va s'en rapprocher au maximum et corriger la loi d'eau pour être au plus près. Donc si on voit qu'on dérive à 22, on va corriger. Ça va nous permettre de faire des économies d'énergie. Et puis depuis peu, on a fait bénéficier à la copropriété de l'anticipation météo. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'a rajouté Vigilia. Donc on en a bénéficié. Donc on vous en remercie. On les remercie. Du coup, c'est de l'anticipation météo. Ça nous permet de savoir ce qui va se passer dans 6 heures en termes de météo. Donc ça, Régis va vous en parler. Et puis de encore baisser pour essayer de faire un maximum d'économies. C'est-à-dire, Régis, vous allez regarder la météo qui va faire le lendemain, et à partir de ça, vous allez injecter dans l'automate des informations pour venir piloter cette... Absolument, oui. C'est ça. En fait, on s'est associé avec un site internet qui nous permet d'avoir une retransmission de toutes les données météo de Météo France, en fait, les stations météo. Donc, elle récupère ces données sur 6 heures, et en fonction de cela, on va demander à la régulation de s'adapter. Alors après, on met des pourcentages qui nous permettent de valider plus ou moins la confiance en cette prévision météo. Donc ça, ce sera à l'exploitant en fait, de pouvoir le juger. Et ça nous permet en fait, en effet, d'anticiper les hausses ou les baisses de température et d'anticiper aussi les consommations. Je précise que Frédéric a parlé de loi d'eau, donc trivialement, on appelle ça la courbe de chauffe pour les copropriétaires. Mais il s'agit bien de la même chose. Tout à fait. Oui, et puis aussi en fonction de ce que veulent les copropriétaires, vous arrivez à détecter ce qu'ils veulent et puis à adapter aussi la chauffe en fonction des usages et des souhaits. Donc c'est tout l'intérêt de la connectivité. On en a parlé tout à l'heure. Le fait d'être à distance, c'est qu'on peut ajuster
parce qu'il y a tout un déploiement lorsqu'on fait une rénovation, tout un moment où il faut ajuster les réglages pour arriver à un confort adapté. Donc le fait d'être connecté nous permet de réagir plus rapidement, de pouvoir le faire plus précisément. La jonction, on a parlé tout à l'heure des sondes d'ambiance, ça aussi c'est très important, ça nous permet de gagner quelques degrés, parce que des fois on surchauffe certains réseaux alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne devraient pas. Donc le fait d'avoir ces sondes nous permet vraiment d'avoir un affinage des réglages et de pouvoir vraiment être plus juste. Ce qu'on voit là, c'est ce que voit le copropriétaire aussi. Voilà, tout à fait. Finalement, c'est pas quelque chose de virtuel. C'est pas du virtuel. Du tout, c'est du temps réel. C'est du temps réel, donc on voit ça et on a son tableau de bord comme ça et on peut piloter. Alors j'imagine, vous l'avez aussi pour faire je parle chez Fulgoni, pour faire la maintenance de cette chaufferie. Alors nous, effectivement, on l'a. Évidemment, à l'échelle d'un parc, c'est complètement différent pour nous, puisque du coup, on voit l'ensemble de nos chaufferies qui sont connectées et ça nous permet de distinguer tout de suite une alerte. Ça nous permet même de faire de la maintenance un peu prédictive, on va dire, puisque des fois on voit une installation qui tombe en panne avant même que les copropriétaires ne s'en aperçoivent. Du coup, ça nous permet déjà d'intervenir. Mais sinon, effectivement, là, vous avez un schéma qui est très réaliste. Ce que propose Vigilia, c'est un schéma très réaliste de la chaufferie telle qu'elle est réellement. Et on retrouve toutes les notions de température de départ et température de retour, tant pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire. Vous voyez, on voit même les températures de stockage d'eau chaude sanitaire. Et puis on peut interagir après sur chaque organe qu'on voit, on peut inverser les pompes à distance, on peut changer la loi d'eau, changer les courbes de chauffe, changer les consignes. Oui, mais j'imagine après, comme on peut tout faire, mais j'imagine que vous ne laissez pas les droits à tous les copropriétaires d'avoir accès à toutes les données et pouvoir tout modifier, parce que sinon ça serait la foire d'empoigne dans la copropriété, j'imagine. Mais... on leur laisse un droit visuel, donc effectivement de pouvoir voir toutes ces consignes. Ils peuvent bien évidemment interagir, nous appeler pour changer quelques consignes, mais non, c'est nous qui gardons la main. Voilà. Voilà, il y a l'historicité aussi de toutes les données qu'ils peuvent consulter. Donc ça aussi c'est important pour notamment l'eau chaude sanitaire. On va parler de coûts. En quoi l'historicité c'est important pour l'eau chaude sanitaire ? Ça nous permet de voir justement les baisses qu'il pourrait y avoir et de ne pas être dans la norme, ça serait embêtant. Les baisses de température. Ah oui, parce que finalement il y a des risques c'est la légionnelle ça, de mémoire, c'est ça, les risques de bactéries qui pourraient se développer si la température de chauffe n'est pas suffisante et donc ça permet d'être vigilant aussi à ce niveau-là. Absolument. Tout à fait. On va parler de coûts quand même, parce que c'est vrai que la connectivité, ça peut faire peur. Mais enfin, voilà, là, on retrouve le coût des travaux, mais c'est juste pour donner une idée. Donc, pour une petite copropriété, là, on est sur des tarifs. Attention, on est sur des tarifications 2020-2021. Donc, ça a fortement bougé. On a connu des fortes hausses sur l'ensemble des matériaux ces derniers temps. Donc, les prix sont plus tout à fait justes. En revanche, les proportions restent les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant sur ce type de tableau. C'est juste pour voir, là, on rénove une chaufferie qui est pour un montant de 92 000 €, on va dire. Enfin, grosso modo 90 000 € hors taxe à l'époque, 2 coûts de rénovation. Et en fin de compte, c'est que coûte la connectivité en plus par rapport à ça. On s'aperçoit finalement que c'est que 2 548 € du montant. Et donc ça représente en pourcentage 2,90% de la rénovation. Et ça quand même, ça apporte tout plein d'avantages. Puisque vous voyez, la copropriété à l'époque, on les a connectés dans le but de suivre leur consommation. Et aujourd'hui, on leur donne un outil supplémentaire d'anticipation météo qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas eu la connectivité. Donc et puis on a aussi également une valeur C2E importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque action d'économie d'énergie donne droit à une ouverture de droit en C2E. Bon, là, c'est un petit dossier puisque ça marche en nombre de logements. On avait que 18 logements dans la copropriété, donc le montant n'est pas très élevé. Mais ça peut monter fortement sur des copros plus importantes. Oui, donc on voit que c'est pas grand-chose. Est-ce que vous avez évalué aussi les économies que ça peut engendrer ? Parce que finalement, comme on pilote mieux, on génère des économies aussi sur le chauffage. Alors oui, on le voit immédiatement. On attend d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir vraiment anticiper les choses. Parce que là, on n'a pas encore tout à fait une saison de chauffe, une saison complète de fonctionnement. Mais on voit les premiers signes sont très prometteurs sur les économies. Je crois qu'on est de l'ordre de 30% aujourd'hui. Et on n'est pas passé d'une chaudière antique, elle n'était que de 92, ce qui est vieux, mais on a beaucoup plus. En copropriété, on trouve des choses beaucoup plus anciennes. Donc, 30% incluant la baisse ordonnée par le conseil syndical de 2 degrés d'ambiance. Donc 4,5 ou 5 degrés départ.
Voilà, donc là je crois qu'on en a fini sur ces diapos, hein, c'est ça. Il y a une question de Mathieu là, qui nous pose une question qui est en ligne. Mathieu, merci à vous. N'hésitez pas à poser vos questions, cher public. Mathieu dit, est-ce que on peut mettre un régulateur, une chaufferie connectée sur une chaudière existante où il faut faire l'ensemble des travaux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut venir juste arriver et puis voilà, je mets mon automate, Alors, il y a quelques éléments à prendre en ligne de compte, mais effectivement c'est tout à fait possible si l'armoire électrique a suffisamment de réserve pour permettre de récupérer un automate, on peut effectivement le faire. Sinon on peut éventuellement mettre un tableau déporté. Bon, après il ne faut pas que l'installation soit trop ancienne quand même, mais c'est tout à fait faisable. Et il y a également des aides C2E à la mise en place d'un optimiseur de relance, puisque une régulation est un optimiseur de relance. Oui, parce que les aides que vous avez citées, là, qui étaient 3 000 €, hein, quelque chose près, elles étaient liées à la chaudière de manière globale ou juste à la partie connectée? C'était lié à la chaufferie et la régulation, associée à une régulation. Ah, c'est la chaufferie avec la régulation. C'était un ensemble. Mais sinon, on peut très bien bénéficier des C2E uniquement pour un programmateur d'intermittence, qui n'est ni plus ni moins qu'un régulateur, effectivement. Une autre question, c'est est-ce que là, vous mettez des capteurs dans les appartements? La question, c'est est-ce que tous les appartements sont connectés et est-ce que ces capteurs, c'est sans fil ou avec fil? Alors c'est des sondes connectées qui fonctionnent en LoRa. Donc du coup, il y a une portée d'à peu près 3 km sur ces appareils-là, donc pas de souci. Il n'y a pas d'intérêt à en mettre partout dans la copropriété. Ce qui est intéressant, c'est de faire une diagonale sur une copropriété ou éventuellement une croix, de prendre un logement bas, un logement médian et puis un logement haut. Et puis de faire une moyenne de ces sondes pour avoir la représentativité des températures d'ambiance au sein des logements et venir corriger la régulation pour se rapprocher au mieux. Donc s'il y a 2 bâtiments, on peut faire 2 croix ou 2 diagonales, ce qui ferait, là en l'occurrence, 2 bâtiments, 2 x 3, ça fait 6 sondes connectées disposées dans 6 logements. Oui. Et sur les portails web, on peut avoir le détail des sondes, à quel logement ils correspondent et quelles sont les valeurs qui sont remontées ou enregistrées. Denis, vous participez aussi, c'est une question que je me pose, hein, à l'établissement de ces endroits où on va faire ces sondages. Est-ce que vous suivez, une fois que les travaux ont été réalisés, les retours qu'il pourrait y avoir des copropriétaires? Là, je parle au bureau d'études. Hein. Moi, je surveille le site, le site internet. Ah oui, parce que non, vous avez accès aussi au portail aussi pour suivre, effectivement. Il nous est envoyé par l'entreprise dès sa mise en service. Hein. Alors, en l'occurrence, la question des sondes intérieures est très intéressante pour l'entreprise Vigilia et pour Fulgoni, donc Frédéric et Régis, pour les aider à réguler. Pour nous, dans une chaufferie traditionnelle, quand on ne met pas de connectivité, elle est un petit peu moins intéressante, voire éventuellement à éviter, pour ne pas être trompeuse. Donc le but des sondes, en effet, c'est d'aider Vigilia, Fulgoni à réguler. Aujourd'hui, sur les chaufferies que vous installez, la régulation, c'est la partie c'est important dans les c'est fondamental. Hein, ouais. Alors la régulation est fondamentale. Il faut le mécanisme en chaufferie qui permet de réguler effectivement. Mais là, on est en train de parler de mécanique, hein, donc c'est même de la mécanique des fluides, là, du coup. Et en plus, la connectivité pour optimiser tout ceci et même pouvoir agir dessus, comme le disait Frédéric tout à l'heure, en temps réel. J'ai une question pour vous, Régis, de Sofiane, qui pose la question, c'est peut-on mettre un thermostat programmable sur un chauffage collectif connecté? Alors ça paraît difficile puisque ça serait antinomique. Voilà, c'est ça, c'est qu'on est du collectif, donc c'est une régulation pour un immeuble, pour un dispositif qui va arroser donc plusieurs appartements, donc c'est un peu difficile de mettre cela. Donc après, il faudrait qu'il y ait un régulateur, un système de thermostat dans chaque appartement, donc c'est un petit peu antinomique, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément prévu pour. Ouais.
Oui, donc on n'a pas pris des thermostats par appartement, Frédéric. Hein, Non, c'est vraiment des sondes qui viennent capter la température d'ambiance pour envoyer cette information au régulateur situé en chaufferie qui va générer un départ général. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à en mettre partout, et c'est pour ça que ce qu'il faudrait, c'est en mettre quelques-uns et faire une moyenne de ces derniers pour avoir une représentativité de l'ambiance dans l'immeuble. Sur le nombre d'installations que vous réalisez, vous, entreprise Fulgoni, il y en a combien qui sont connectés? Est-ce que c'est la majorité? Alors nous, on le rend systématique. C'est systématique. Systématiquement, on propose la variante. Aujourd'hui, pourquoi fait-on cela? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise Vigilia vend des produits de régulation, donc ils peuvent réguler sans être spécialement connectés. Nous, ce qui nous intéresse dans la connectivité, c'est aussi de faire un pas pour l'environnement et de limiter aussi un peu nos déplacements. Ça nous paraît un non-sens de traverser l'Île-de-France pour aller baisser une courbe de chauffage, chose qu'on peut faire à distance et qui plus est donner un confort optimal à la copropriété, puisque cette action qu'on va avoir, elle va avoir un effet immédiat, puisqu'on envoie l'information directement au régulateur et ça agit instantanément. Donc au-delà de ça, c'est quand même un aspect qui est non neutre, hein. Ça évite un déplacement, ça évite un stationnement, ça évite pas mal de choses. Et puis ça permet aussi de démultiplier le nombre d'interventions faisables. Et surtout, c'est qu'on donne un grand confort et une grande réactivité à la copropriété. Oui, parce que donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a chaufferie, régulé, c'est ce dont on a parlé, et connecté. Finalement, il y a trois briques. Oui, mais qui sont un peu indissociables de toute façon. Hein. Donc, puisque nous, la solution qu'on met en œuvre, c'est un régulateur communicant, mais sur lequel on peut interagir. Donc c'est là tout l'intérêt. Est-ce qu'il peut y avoir des questions? Là, je parle pour le technique, hein, pour vous. Est-ce qu'il peut, pour vous, Vigilia, Régis, est-ce qu'il peut y avoir des questions d'interopérabilité avec des systèmes qui sont déjà existants sur des chaufferies qui pourraient être plusieurs bâtiments qui ont des chaufferies différentes, de différentes époques Alors, oui, on s'adapte à différentes... Bon, après, est-ce qu'il y a un intérêt si vraiment la chaufferie est très vieille? Mais on peut en effet avoir une multiplicité de différents types de chaufferie et on s'adapte tout à fait au type de chaufferie et on vient se connecter dessus avec des capteurs comme il faut. Il n'y a aucune difficulté. Je parle au bureau d'études de Denis en termes de rénovation. Donc, si on regarde aujourd'hui, il peut y avoir une rénovation de la chaufferie, là c'était le cas, et puis il y a des rénovations globales. Finalement, est-ce que vous conseillez aussi, dans le cas des rénovations globales, on commence par faire l'isolation et puis après on fait les calculs et on installe la chaufferie? Comment on fasse tout ça? Oui, alors pas forcément, parce qu'en réalité, bien sûr, je le conseillerais, mais ça reste un petit peu théorique en copropriété parce que les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que, en bref, pour expliquer le mécanisme décisionnel, on change une chaufferie parce qu'elle va tomber en panne ou qu'elle est tombée en panne l'hiver dernier et qu'on ne veut pas revivre cela l'hiver prochain. C'est ça, il y a une urgence. En revanche, effectivement, on rénove globalement un bâtiment parce que c'est un projet pour l'avenir et qui, lui, en général, dont la prise de décision dure entre 4 et 6 ans, à peu près. Et puis, il y a aussi, en ce moment, l'obligation d'enlever les chaudières au fioul, et donc à ce moment-là, on change de les enlever, voilà, oui. de changer d'énergie si toutefois la chaudière au fioul ne fonctionne plus dans un certain degré de gravité. Oui. Allez, on va faire le petit quiz. Alors, vous savez, d'habitude, on vous demande de ne pas prendre vos téléphones portables lors des conférences. Là, je vous engage, je vois il y a des jeunes aussi dans la salle. Allez, prenez vos téléphones portables, vous-même qui êtes au comptoir. Allez, il y en a qui sont déjà au café. Prenez vos téléphones portables. On a un petit quiz qu'on va faire ensemble. Benjamin, on va mettre en grand voilà. Le QR code, on va vous laisser scanner le QR code sur lequel, et ça va vous permettre de rentrer dans ce quiz pour savoir si vous avez tout suivi de cette conférence, si vous avez appris des choses, cher public. Voilà, je vois que vous êtes en train de rentrer. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Ça, retenez bien ce que je vous dis. Hein. Il y a 2 critères pour avoir le plus de points. Le premier, c'est la rapidité. Ça, donc plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points sur la réponse qui est donnée. Et puis le deuxième, c'est bien sûr de répondre juste.
Si vous répondez faux, vous n'avez plus aucun point. Donc n'oubliez pas ces deux critères qui vont vous permettre d'avoir le maximum de points. Et puis on va voir ce que vous allez avoir comme niveau. C'est parti. Alors, on va avoir, cher public, des questions. Voilà, il y a un petit arrêt. 3, 2, 1, c'est parti. Première question, c'est un quiz. Quelle est la part du chauffage dans la consommation énergétique d'une copropriété? Là, on vous laisse voter rapidement. Et justement, il y en a qui sont avantagés. Frédéric, là, vous connaissez ça par cœur. Denis aussi. Voilà. Il y a eu 8 mauvaises réponses. Il y a eu 3 bonnes réponses. C'était 66%. Est-ce qu'on est d'accord, Denis, sur la partie chauffage? Ça dépend réellement de la configuration énergétique du bâtiment, en fait, savoir est-ce qu'il y a de l'eau chaude collective ou pas, sachant que par exemple, voilà, une boucle d'eau chaude, c'est quelque chose qui est très très consommateur. Donc le pourcentage varie dans la réalité en fonction. La boucle d'eau chaude, alors c'est l'eau chaude sanitaire. C'est ça, qui fonctionne même en été. Oui. Ouais. Ouais. Donc ça c'est consommateur. Donc ça varie, mais oui, effectivement. La proportion est plutôt pas mal. L'ordre de grandeur est vraiment bien. Deuxième, ça c'est d'abord les scores. Olivier, est-ce qu'Olivier est avec nous? Olivier est dans la salle, voilà. C'est Olivier. Bon, on aurait pu faire ceux qui sont en présentiel contre ceux qui sont en distanciel. Olivier est avec nous et c'est lui qui tient la corde, Olivier, pour l'instant. Mais alors le puzzle, il faut classer ces énergies du plus cher. Du moins cher au plus cher, du moins cher au plus cher. Le moins cher en haut et le plus cher en bas. Donc il faut classer les énergies. Il vous reste 10 secondes. Ça y est, on pose les micros. Et à vos smartphones, avec les pouces. Attention, 1 seconde. Hop, c'est terminé. Vous avez dans l'ordre des énergies... Vous n'y êtes pas arrivé, vous n'avez pas eu le temps. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'était ça? Alors personne n'a répondu juste, parce qu'il y avait toujours une erreur. Est-ce qu'on est d'accord? C'est gaz naturel, granulés de bois, fioul, électricité? Denis? Ça varie quand même en fonction de l'environnement économique, je rappelle, il y a une grosse variation. Moi, j'aurais eu plutôt tendance à inscrire le granulé de bois en premier lieu, mais il est vrai qu'avec les derniers prix du gaz, voilà, il y a compétition. On peut dire que le gaz est moins cher pour l'instant, mais ça peut oui, changer. Parce que le granulé a beaucoup augmenté. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne en termes de classement? Est-ce qu'il y a eu un changement? Là, je ne vois pas le calcul qui a eu lieu, qui a été opéré. Tout le monde... Comment? Tout le monde a eu faux. Oui, c'est normal. Comme tout le monde a eu faux, ça n'a rien changé. Alors, attention, allez. Vrai, faux, c'est la dernière question. Là, vous pouvez vous refaire. Ça va aller très vite. La prime coup de pouce chauffage permet de financer le raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur. Oui, non? Attention. Allez. Il faut aller très vite. Ça va se jouer à la corde pour la dernière question. Voilà, tout le monde a répondu pratiquement. Voilà, est-ce que... voilà, la plupart ont répondu vrai, donc c'était vrai. La prime coup de pouce chauffage. Et on va voir, ça va se jouer à la vitesse. Et on va voir sur le podium ce que ça a donné. Alors, troisième, Fulgoni. Voilà, il y a quelqu'un de la salle, c'était Frédéric peut-être. Ensuite, deuxième, DA. Et le premier de ce quiz, attention, c'est Yves L. Bravo Yves. Est-ce que Yves est dans la salle? Non, il n'est pas dans la salle. Yves est à distance. Bravo le public qui est à distance. Voilà, vous avez la petite musique sympathique. Est-ce que la question qu'on peut se poser, là il nous reste quelques minutes après ce jeu, la question qu'on peut se poser, c'est au-delà des travaux qui sont urgents et parce qu'il y a des besoins de faire des travaux, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui viennent vous voir, Denis, pour dire voilà, je consomme trop d'énergie, on parlait de prix d'énergie, j'aimerais changer ma chaufferie ou la rénover? Ah oui, oui, vous avez raison d'ailleurs, Xavier, en particulier de parler de la dernière période, notamment avec la forte augmentation des prix du gaz, qui sur quelques mois a même induit des règlements de facture de l'ordre de
de mémoire. Enfin, ça dépend vraiment des périodes et du contrat d'origine, mais parfois de 3 à 7 ou 8 fois le prix payé précédemment, hein, l'année précédente. Donc évidemment, il y a des conditions géopolitiques un petit peu particulières qui ont influencé le prix du gaz. Et donc les gens, tout à fait, viennent nous voir pour des préoccupations économiques majoritairement. Régis, juste pour redécrire les fonctionnalités principales du portail pour les donner à notre public. Oui. Écoutez, l'important, c'est en effet d'avoir donc ce portail qui permet d'interagir très rapidement. C'est intuitif, c'est très simple pour l'exploitant en tout cas. Pour la copropriété, ça lui permet de suivre les alertes et autres. Ça permet aussi de voir bien comment est gérée son exploitation. Ah oui, parce que le copropriétaire, ça vous me donnez une info, le copropriétaire, il peut recevoir des alertes aussi Alors c'est possible, c'est pas ce qui est recommandé. Parce ou le président du conseil syndical. Voilà, c'est pas ce qui est recommandé, parce qu'après forcément il va y avoir... ça va être un peu compliqué à gérer, mais c'est possible en effet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ces retours d'informations pour justement permettre d'en parler plus précisément avec l'exploitant par rapport au rendu du confort et autres. Donc il y a aussi cette partie-là qui est importante, c'est-à-dire d'avoir ce rendu de confort et ces modifications qui sont faites en temps réel. Quand vous faites ces chaufferies connectés, finalement vous devez intervenir tous les deux, ou c'est l'entreprise Fulgoni finalement qui installe l'ensemble? En fin de compte, moi j'achète les produits Vigilia Service. Après, l'entreprise vend à d'autres exploitants que moi. Moi je les mets en œuvre. Par contre, j'essaie d'avoir pas mal de proximité avec eux pour la mise en service, qu'on soit sûr que tout fonctionne. Et puis on lance les choses. Il y a une brique aussi, on voit maintenant beaucoup de numérique. Ça veut dire que dans les équipes aujourd'hui des chauffagistes, les personnes sont en capacité aujourd'hui presque de programmer. Oui, on a une vraie transformation du métier qui s'opère depuis quelques années. On a des chaufferies de plus en plus technologiques, des chaudières qui se règlent, qui se programment au travers d'un PC. Donc effectivement, notre métier change et ça nous aide aussi à capter du personnel, puisque c'est pas une profession qui attire beaucoup les jeunes, le chauffage. Et du coup, ça contribue quand même aussi à créer de l'engouement pour notre profession. Oui, parce que donc du coup, il peut y avoir un peu ce qu'on dit des geeks, voilà, des gens qui sont passionnés de technologie. En fin de compte, chez nous, les techniciens ont une tablette et peuvent checker l'ensemble de leur parc. Chaque technicien voit ses chaufferies. Et évidemment, nous, au niveau bureau, on voit l'ensemble de nos chaufferies, mais chaque technicien voit les siennes qui sont connectées. Et du coup, ça lui permet aussi de définir ses priorités de maintenance. Est-ce que, on va y revenir sur la prochaine conférence avec vous, Régis, mais ça veut dire est-ce que l'entreprise de chauffage aussi, comme Fulgoni, peut programmer aussi l'automate ? Alors programmer les tomates, non, parce que ça nécessite des capacités de programmation importantes. Ça a été développé en interne. Par contre, il peut interagir avec, il peut faire des modifications de réglage et on peut ajuster. On peut aussi, nous, en tant que Vigilia, apporter des options s'il souhaite vraiment des choses particulières. Mais on travaille de concert, en effet, avec l'exploitant pour affiner au mieux, pour interagir au mieux et faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Voilà. Frédéric, si on devait dire le mot de la fin, en termes la question que je me posais, c'est en termes d'installation, finalement, est-ce que d'avoir une chaufferie connectée, régulée et connectée, en termes de délai de mise en œuvre des travaux, est-ce que ça change quelque chose ou pas grand-chose? Dans le cadre d'une rénovation globale, à partir du moment où on va rénover l'installation électrique, de toute façon, qu'on intègre un automate ou pas, ça vient plus changer grand-chose. C'est pour ça que ça a une faible incidence sur le coût. Et c'est pour ça qu'à notre sens, il est dommage de ne pas le faire. Et en plus, il y a les C2E qui sont affectés. Oui, il y a les C2E, mais de toute façon, là, les C2E, au niveau d'une chaufferie, ils sont à l'échelle de la chaudière et de son régulateur. Donc toutes les chaufferies sont régulées, mais toutes ne sont pas connectées. Oui. Mais nous, ça nous paraît intéressant quand même de le faire aujourd'hui. Oui, mais on voit aujourd'hui, effectivement, dans les grandes agglomérations, les déplacements, c'est devenu une contrainte très compliquée. Et puis je pense que sur Paris, là, on va connaître des jours assez coquets avec l'annonce des JO. Oui, les JO, les zones à fête de l'émission. Bon, enfin, on se demande comment vous allez pouvoir. Tout à fait. Et du coup, la connectivité de la chaufferie constitue un élément de réponse à ça aussi. Hein.
Voilà, donc avant les JO, on peut connecter toutes les chaufferies. Voilà, c'est ce que peut retenir le public. Merci beaucoup à tous les trois pour cette conférence. On peut les applaudir pour cette conférence.